On ne parle que de ça, du dernier ouvrage de Ramayad, ancienne secrétaire d'État, qui publie un livre sur le machisme en politique sous la Ve République. Ramayad, bonjour et merci d'être ici au Figaro pour nous parler de votre dernier livre, Anthologie regrettable du machisme en politique aux éditions du Moment. Comment vous qualifieriez votre démarche? C'est un coup de gueule, c'est un réquisitoire nécessaire en ce moment? Non, c'est l'inverse. Au contraire, j'ai voulu donner, en cette année où on célèbre les 70 ans du vote des femmes, pour la première fois, en avril 1945, eh bien, j'ai voulu, à travers ce panorama historique, montrer la longue marche des femmes pour la parité et en même temps les résistances qu'elles subissent, tout en nuançant aussi, parce qu'une génération est arrivée en politique et c'est peut-être l'heure du bilan et peut-être aussi l'heure de l'ouverture vers le féminisme altruiste, c'est-à-dire vers ces femmes qui sont dans la société civile. Nous devons aussi porter ces combats, l'égalité salariale, 30% d'écart de salaire, la question du féminisme dans les cités. Nous sommes quand même dans une époque où des jeunes filles ne peuvent pas choisir leur tenue vestimentaire dans certains quartiers. Ou bien, on se rappelle de Samira Belil, il y a des martyrs dans nos cités. Et puis le féminisme altruiste aussi à l'international. Les femmes sont aux avant-postes de la lutte pour la démocratie en Tunisie, en Égypte. Nous, Françaises, il est temps que nous nous tournions au-delà de nos petites phrases que nous passons notre temps à répertorier, et ce livre le fait d'ailleurs. Ce que vous dites, ça, le féminisme altruiste, ça c'est l'ambition, la portée que vous voulez donner à votre livre. Oui. Mais dans votre livre, il n'est pas question tout à fait de ça. Vous balayez l'ensemble des présidences de la Ve République et effectivement les incartades sexistes qui ont eu lieu sur les différentes femmes politiques qui se sont succédées. Quel a été pour vous finalement le président le plus machiste ? Écoutez, c'est très difficile de répondre à cette question parce que si on se fonde sur ce qu'ils ont dit, notamment les engagements de campagne, ils étaient tous féministes. C'est formidable. Et si on se base sur les faits et donc l'action pendant leur quinquennat ou leur septennat, c'est encore autre chose. On ne voit que des renoncements sur la parité en politique. Et dans la société, évidemment, les promesses sont peu tenues. Mais c'est quoi, vous diriez que c'est plus une mise en scène de la féminisation ? Oui, parce que c'est devenu un atout politique à un moment donné. On voit comment Jacques Chirac se rallie, peut-être sous l'influence de Claude Chirac, à la question féminine. On voit comment François Mitterrand, qui paraissait plutôt être un mentor pour Elisabeth Guigou, Ségolène Royal, s'y met aussi au niveau du Parti socialiste, tout en refusant à Hippolyte Roudy un référendum sur la parité. Vous voyez, c'est des mouvements de balancier comme ça. Et puis, il y en a qui ont été féministes. Et là, la réponse est plus facile à apporter. C'est, je pense, Valéry Giscard d'Estaing, qui a eu 2 ministres femmes extraordinaires pendant son septennat, à savoir Simone Veil et Françoise Giroud. Bien entendu. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment des femmes combattent pour la parité, d'autres luttent contre la parité, comment certaines se battent sur les questions des droits des femmes, d'autres non, comment elles se concurrencent. Simone Veil-Giroud, c'était épique. Sur l'IVG, les 2 femmes se sont envoyées de belles. Elles étaient ministres au même moment, l'une à la santé, l'autre à la condition des droits des femmes, et n'avaient pas du tout la même vision des choses sur l'IVG, sur la manière en tout cas de porter le sujet à l'Assemblée. Donc ces nuances-là, c'est ça qui fait aussi la subtilité. Malgré tout, on peut parler d'un certain effort de la part des différents présidents qui se sont succédés. Pour revenir pour parler de François Hollande, qui avait promis un gouvernement paritaire, donc la promesse a été tenue sous les gouvernements de Jean-Marc Ayrault et ceux de Manuel Valls. Est-ce que vous diriez malgré tout que c'était une mise en scène de la féminisation, comme ce qu'on disait tout à l'heure, plutôt qu'une démarche véritablement sincère ? Je pense que la sincérité, moi je ne suis pas psychologue, je ne veux pas rentrer dans le cerveau des présidents. Je ne peux juger que les faits. Il y a une volonté politique parce qu'ils savent ce qu'il en coûte si ils renoncent à la parité. Donc ça suppose parité 50-50, on est dans le quantitatif ou le qualitatif, comme sous le quinquennat précédent, celui de Nicolas Sarkozy, où on a vu des femmes arriver à des postes régaliens, que ce soit Michel Alliot-Marie à l'intérieur, aux affaires étrangères, à la défense, ou encore Rachida Dati à la justice, ou encore Christine Lagarde à l'économie. Donc ce qui importe, c'est est-ce qu'on leur donne les moyens de leur action. Voilà. On a vu tout au long de cette anthologie comment les secrétaires d'État à la condition féminine, toutes s'accordent à dire c'était super, ils ont fait l'affichage, mais alors on n'avait aucun moyen de travailler.
Voilà, et n'ont nourri que des regrets par rapport à ces passages-là. C'est votre cas également? Vous diriez que vous avez été empêchée dans votre action? Non, pas en tant que femme. Non, j'ai été empêchée sur le fond. Mais justement, ce pourquoi plaide ce livre, au fond, cette démarche, c'est de dire, mais jugeons les femmes sur ce qu'elles font. Vous parlez peu de vous d'ailleurs dans ce livre. Non, parce que je plaide pour un féminisme altruiste, donc ce n'est pas pour parler de moi, et parce que aussi, moi, je ne suis pas très à l'aise avec un positionnement de genre dans la vie politique. Je suis arrivée en politique, voilà, je suis montée à la tribune, j'ai fait des discours, je voulais être ministre, je me suis battue pour l'être. Je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'appartenais à une case particulière et je devais réagir en fonction de cela. Et évidemment, il y a des petites phrases, mais elles rentrent là, elles sortent là, parce qu'il ne faut pas que ça vous handicape. Et donc, moi, je pousse les jeunes femmes à dire les choses. Parce qu'on voit aussi qu'au-delà du machisme conservateur qui limite leur développement en politique, il y a aussi une espèce d'autocontrôle qui fait qu'elles n'osent pas forcément. Mais on peut dire ça dans tous les métiers, on peut dire ça dans les médias, on peut dire ça dans la vie économique, etc. Elles n'osent pas. Il faut y aller. Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, je raconte dans le livre, c'est sur la question des femmes, j'ai jamais eu une discussion là-dessus avec lui. Jamais. Et quand on faisait des photos à l'époque de la campagne, les journalistes s'étonnaient qu'il n'y ait pas une femme ou maximum une dans ces photos. Ils ne comprenaient même pas ce dont on parlait. C'est un sujet dont vous avez déjà discuté avec lui d'ailleurs? Non, ce n'est pas un sujet. Non, parce qu'il a une conception Pourquoi virile. vous n'avez pas abordé ce sujet-là, si c'est un constat que vous faisiez déjà à l'époque? Parce qu'il a un constat viril, comment dire, oui, une vision, une approche virile de la vie politique. Donc, une approche virile ou une approche archaïque? Virile, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, il faut en vouloir. C'est tout. Donc, et pour les femmes, il y a un petit truc en plus ou en moins, je ne sais pas s'il faut le considérer comme féministe ou machiste, ce souci d'être un mentor. Qu'il n'a pas forcément vis-à-vis des hommes. Alors, est-ce que c'est féministe? Est-ce que c'est machiste? Je ne sais pas. On tranchera à la fin de l'histoire. Votre livre est la preuve que, finalement, les choses ont peu évolué. Quand on vous lit, on a l'impression que malgré la présence toujours plus nombreuse de femmes en politique, la violence ne s'est pas amoindrie, et au contraire. Non, comme si... Alors, c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'avec l'arrivée d'un plus grand nombre de femmes en politique, elle serait donc plus acceptée, on se serait habitué, et donc un recul des remarques sexistes. Puis en fait, non. Alors, est-ce que c'est aussi le fait que cette nouvelle génération s'exprime davantage, ne laisse pas passer? Les réseaux sociaux font que la publicité est plus grande. Peu importe, la réalité est là. Et ce qui frappe, c'est que c'est le cas aussi des nouvelles générations. On a l'impression que... Oui, ça concernerait que les vieux députés, entre guillemets. Voilà, qui sont... Alors, pas du tout. Mais pas du tout, c'est aussi... Parce que la politique fonctionne en club. Donc, il y a des rites, il y a des codes. Donc, les jeunes reprennent les codes de leurs congénères masculins. Voilà. Et puis, on voit aussi, avec l'arrivée d'un plus grand nombre de femmes, on voit les nuances. Voilà, toutes les femmes ne sont pas égales devant le machisme. Toutes les femmes ne sont pas féministes. Et donc, ça permet aussi de sortir de la vision caricaturale des choses. Les hommes sont méchants et les femmes sont gentilles. C'est plus compliqué que ça. Et plus on monte dans le pouvoir, plus les femmes se transforment en hommes politiques comme les autres. Et finalement, c'est ça la parité. Est-ce que vous en étiez arrivé là aussi, vous, à votre niveau? À mon niveau, écoutez, moi, je ne suis pas arrivée à me regarder comme une femme en politique. Et lorsque j'étais secrétaire d'État aux droits de l'homme, on m'avait dit il faut absolument que ce titre change. Il faut mettre les droits humains, comme ça on va impliquer les femmes comme au Canada. J'ai pas compris qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Moi je trouvais que c'était plus intéressant de se battre sur les Congolaises qui font l'objet de viols utilisés comme armes de guerre au Congo, les Afghanes brûlées à l'huile chaude parce qu'elles refusent un mariage, que ces histoires de mots. Donc j'étais pas du tout très consciente de ces questions-là. Et en fait, je ne voulais pas me positionner par rapport à cela. Mais je n'ignore pas que pour beaucoup de jeunes filles qui nous regardent, nous, faire de la politique, il y a une projection. Donc on ne doit pas ignorer cette dimension, mais on doit le faire intelligemment pour pouvoir être jugé sur ce que nous faisons et non pas sur l'enveloppe extérieure. Vous avez en perspective les prochaines échéances des régionales, vous êtes toujours impliqué dans la politique. Est-ce que, pour reprendre une phrase de votre livre, la violence et la médiocrité du monde politique, la formule que vous utilisez, est-ce que cette violence et cette médiocrité de la politique dont vous parlez, ça ne vous a pas dégoûté ou découragé de continuer dans cette voie? De temps en temps, c'est décourageant, parce qu'on entre en politique pour servir une cause plus grande que soi. Pour servir des idées, pour changer la vie. Et des fois, on voit que ça tient à
Très peu de choses, c'est-à-dire à des égos, l'intérêt général, l'intérêt même de votre parti compte pas. Et ça peut être décourageant. Mais il faut continuer, d'abord parce que il ne faut pas donner satisfaction à ceux qui aimeraient gagner par défaut, parce que c'est quand même comme ça que ça fonctionne. C'est pas le talent qui fait la différence. Ce qui fait la différence, contrairement à ce qu'on nous apprend à l'école, et quand vous travaillez bien, donc vous aurez une bonne note. En politique, c'est l'inverse. Si vous travaillez bien, il n'y a pas de garantie, c'est même l'inverse, vous risquez de faire de l'ombre aux autres, et donc vous devenez un problème. Et de fait, voilà, c'est différentes choses qui font la différence. Donc il ne faut pas se décourager pour ne pas donner satisfaction à ce système-là, et en même temps, parce qu'il faut garder en tête ce pourquoi on s'est engagé, c'est-à-dire des objectifs à réaliser, des choses à améliorer, et c'est ce qui donne envie de continuer. Malgré tout, qu'est-ce qui pourrait vous décourager finalement? Bon, je n'ai pas pensé à cette question, non. Vous faire renoncer définitivement? Mais il n'y a pas de raison. Pourquoi me poser cette question? Je veux dire, il n'y a pas de raison. Aucune raison? Non, je vais vous répondre, non. Même les déceptions, même les trahisons? Oui, non, mais attendez, si c'était le cas, je pense que Chirac se serait arrêté depuis fort longtemps. Si c'était le cas, Simone Veil n'aurait pas terminé son discours à l'Assemblée nationale sur la loi sur l'IVG. Si c'était le cas, voilà, et abandonné. Il y en a qui ont abandonné en cours de route. Rappelez-vous Guy de Cresson, qui s'est très mal remise de ses 10 mois à Matignon. Rappelez-vous Michel Barzac. Mais il y a des femmes comme Roselyne Bachelot, Christiane Taubira, qui ont pensé à plusieurs reprises à tout laisser tomber. Oui, mais ça, c'est le propre des femmes, parce qu'elles se disent qu'elles ont une vie ailleurs. Voilà, elles peuvent faire autre chose. Et puis il y a la famille, et puis il y a autre chose. Mais justement, il ne faut pas... la politique, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Donc, on voit comme ça, quand on fait des listes aux élections territoriales notamment, donc il faut aller chercher des femmes pour effectivement faire de la parité. Puis, il y a pas mal de femmes qui vont dire « Ah non, mais c'est trop violent pour moi ». Eh, mais les filles, oui, c'est violent, il faut accepter, c'est violent. Et donc, venez pour justement réduire cette violence ou la transformer en autre chose. Et puis, ce type de découragement, eh bien, va faire plaisir à ceux qui veulent rester en place et que rien ne change. Et donc, oui, la vie n'est pas un nid douillet et la vie politique non plus. Parce qu'effectivement, c'est une arène, la compétition est dure, c'est violent. Mais voilà, c'est comme ça, il faut faire avec. Merci Ramaya d'être venue au Figaro nous parler de Anthologie regrettable du machisme en politique aux éditions du Moment. C'est votre dernier livre disponible en librairie. Merci beaucoup. Merci à vous.